Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 67e épisode de L'Aubry qui court, tourné depuis Paris. Vous reconnaissez peut-être derrière moi les tours du 19e arrondissement de Paris après une semaine bien chargée, à Strasbourg en session plénière et puis le week-end dernier à la fête de l'UMA. C'était chouette, on était contents de retrouver la fête de l'UMA, j'ai participé à plusieurs débats. Bon, on serait bien passé de cette espèce de nouvelle fausse polémique sur des gens qui chantaient « Tout le monde déteste la police ». Il faut dire que Fabien Roussel nous a pas aidé en rajoutant une couche, en servant les discours autoritaires. Bon bref, c'est vrai que c'est un enjeu du moment de comment on ne centralise pas cette campagne politique autour des enjeux de sécurité. Je vais vous parler un petit peu, vous décrypter cette entrée en campagne d'Éric Zemmour d'une part, d'Anne Hidalgo d'autre part et tous les faux suspens qu'il y a derrière, ce que ça veut dire aussi pour le débat politique. Et puis avant ça, retour sur cette semaine de session plénière à Strasbourg, qui était une semaine capitale puisqu'il y avait le grand discours de politique générale de la présidente de la commission, Ursula von der Leyen. Je vais vous décrypter tout ça. Allez, c'est parti générique et puis si vous passez par là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la page. C'est aussi la grande rentrée ici au Parlement européen puisque cette semaine en session à Strasbourg, on a le grand discours de politique générale de Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. Elle vient tout juste de faire son discours. Là, je suis devant la plénière où elle a parlé pendant 1 heure des priorités de la Commission européenne, d'un bilan aussi de cette année. Vous en avez probablement pas entendu parler dans les médias, mais pourtant, c'est un moment important sur la politique européenne parce que la Commission européenne, elle n'a certes aucune légitimité démocratique, mais elle décide du sort de 500 millions d'Européens puisque si vous vous souvenez un peu, dans les institutions européennes, ce sont les seuls qui ont l'initiative des lois et donc des directives européennes. Et c'est un peu comme un discours de politique générale du Premier ministre en France. Elle vient donner les priorités pour cette année. Et c'est vrai qu'en écoutant son discours, moi, ce qui m'a frappé, c'est que littéralement, elle s'est livrée à un exercice, à un grand exercice d'autosatisfecit de cette année de crise sanitaire. En gros, elle est arrivée en disant l'Union européenne a géré cette crise et maintenant on peut relever d'autres défis. Donc déjà la première question que je me pose c'est à quel moment en fait l'Union européenne a bien géré cette crise sanitaire puisque on le rappelle, elle a été très tardive dans la coordination de la réponse sanitaire et puis surtout le fait majeur c'est qu'elle s'est couchée littéralement, elle a cédé face aux laboratoires pharmaceutiques qui ont imposé des calendriers de livraison de vaccins qu'ils n'ont même pas tenus, qui ont imposé l'opacité sur les contrats. Encore à l'heure où je vous parle, ces contrats-là ne sont pas entièrement publics. Et puis surtout, les labos, depuis le début, ils ont leur propriété intellectuelle et ils veulent surtout pas lever les brevets. Et pourtant, notre Parlement a voté une résolution pour la levée des brevets avant l'été. Et là, la Commission européenne, elle est encore arc-boutée à défendre les intérêts des big pharma et à ne pas vouloir la levée des brevets. Donc, moi, j'ai le sentiment, plutôt que cette image de puissance qu'elle nous présente, qu'en réalité, cette Commission européenne, elle est impuissante. Impuissante face à la crise sanitaire, impuissante aussi, même y compris dans l'Union européenne, face aux violations de l'état de droit. On pense à la Hongrie, la Pologne, qui remettent en cause l'indépendance de la justice, qui s'attaquent aux communautés LGBT, remettent en cause aussi l'indépendance des médias. Et puis la Commission européenne, circuler, il n'y a rien à voir. De temps en temps, elle va faire un petit discours, mais en vrai, il n'y a rien qui se fait. Donc cette Commission européenne, elle est en quelque sorte impuissante, à mon sens, impuissante pour faire face à ces défis. Et puis, il y avait un peu un double discours. On a d'un côté Ursula von der Leyen qui dit le climat, ce sera la priorité des années à venir. Jusque-là, on est d'accord. Sauf que derrière, il nous fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55%. Alors 55% d'ici 2030, c'est loin de ce qu'il faut à minimum pour atteindre les accords de Paris, qui doivent fixer un objectif de 65% des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, à aucun moment, elle a parlé des accords de libre-échange ou de l'agriculture productiviste, qui est en soi responsable de l'impact et de l'empreinte carbone de l'Union européenne. Donc on voit qu'elle ne tourne pas du tout le dos à ces vieux dogmes. Et puis, double discours aussi, elle nous dit il faut qu'on soit à la hauteur face aux crises au niveau international. Bon, la vérité, c'est que, par exemple, sur la question des réfugiés afghans, tout ce que fait l'Union européenne, c'est de sous-traiter la gestion aux pays voisins de l'Afghanistan et à la Turquie, et de pas du tout être à la hauteur de son devoir d'humanité. Donc il y avait vraiment un double discours qui est assez commun ici au niveau européen, et puis un retour aussi
un peu au dogme éculé parce que elle dit faut réviser le cadre budgétaire. Vous savez, c'est ce truc qui impose les 3% de déficit maximum. Bon, la vérité là aussi, c'est que l'Union européenne en coulisses, elle fait tout pour que ces règles qui ont été suspendues pendant la crise, elles reviennent au plus vite. Et au final, moi, ce qui m'a marqué dans ce discours, vous avez 1 heure de discours. Elle parle de quasiment tous les sujets. Elle prononce une seule fois le mot travailleur pour dire merci, quoi, genre la formule de politesse. Mais à aucun moment, elle parle de la réalité des travailleurs, de ces milliers de gens, ces dizaines de milliers de gens au niveau européen qui sont menacés de licenciement ou qui ont déjà perdu leur emploi, de la compétition sociale au niveau européen et de tous ceux qui ont sombré dans la pauvreté. À aucun moment, il y a eu le mot pauvreté. Et c'est ça, en fait, la réalité de l'Union européenne post-crise. C'est la fortune des milliardaires qui a augmenté de plus de 30%. Et ça, elle n'en a pas dit un mot. Elle a quand même dit qu'il faut que les entreprises payent leur juste part d'impôts. Sous-entendu, ça suffit l'évasion fiscale, sauf que bon, elle s'est bien gardée de parler du Luxembourg ou de l'Irlande, qui sont les pires paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Donc, vous le voyez, vous avez Ursula von der Leyen qui est venue un peu devant nous tous, les députés, et qui a dit, genre, l'Union européenne a été à la hauteur, l'Union européenne is back, comme on dirait, elle est de retour. Et bon, en vrai, je pense qu'il lui faudrait un peu de lucidité. Et nous, on a essayé de porter une voix différente dans ce débat, et c'est la voix qu'on va continuer à porter dans les prochains mois. Une voix qui dit, bah oui, il faut faire payer les plus riches, oui, il faut s'attaquer aux paradis fiscaux européens, oui, on peut trouver des ressources au niveau européen en regardant, par exemple, les entreprises qui se sont enrichies pendant la crise. Oui, on peut avoir des actes fermes contre les États européens qui violent l'état de droit. Oui, on peut accueillir dignement les migrants, et en particulier les migrants afghans qui fuient l'horreur parce que c'est notre responsabilité avec le droit international. Oui, on peut passer des paroles aux actes sur les questions climatiques, mais ça suppose de tourner le dos aux accords de libre-échange, à l'agriculture productiviste, se donner les moyens d'investir dans la transition écologique. Voilà en gros les principales propositions qu'on a portées. Et puis enfin, on rappelle quelques engagements que la Commission européenne est censée mettre en œuvre, à commencer par juste lever les brevets sur les vaccins et arrêter d'être à la solde des big pharma. Bref, on a d'un côté une présidente de la Commission européenne dans sa tour d'ivoire. Et puis, nous, on a essayé de porter la voix des travailleurs, la voix de ceux qui sont en galère et qui, parfois, a assez peu d'écho dans cet hémicycle. Donc, c'est le sens de nos discours, de nos prises de parole toute cette semaine. Mais je crois que le débat européen, et je vous en ai déjà parlé dans la précédente AQC, va revenir sur le devant de la scène, aussi parce que la France va exercer la présidence de l'Union européenne en janvier prochain. Je vous ai parlé de la Commission européenne, mais il y a aussi les États membres qui décident ensemble. Et donc ça, il y a une présidence, et c'est la France qui va l'exercer. Et nous, on espère qu'à l'occasion des élections présidentielles, on puisse avoir un vrai débat et qu'on mette en application une partie de ce qu'on raconte en disant « bah oui, ces règles en fait, de l'austérité, de la concurrence, du marché, bah, ces règles-là, on va y tourner le dos. Et on va y tourner le dos de manière unilatérale s'il le faut en France. Et ici, nous, on trouve aussi des alliés pour faire en sorte qu'on puisse appliquer notre programme de bifurcation écologique et sociale et qu'on ne reste pas cantonné dans le XXe siècle, comme j'ai le sentiment que la Commission européenne l'est cantonnée. Donc, affaire à suivre, puisque le débat européen est loin d'être terminé. Et puis nous, on a apporté notre petite voix qui dérange ici au Parlement, ça leur a pas fait de mal. Cette semaine, c'était la semaine Zemmour. Vous allez me dire, j'ai l'impression que ça fait longtemps que c'est la semaine Zemmour, mais c'est sa pseudo-entrée en campagne qui se matérialise, vous l'avez peut-être vu, par ce sondage où il est donné entre 7 et 10% des intentions de vote. Mais la réalité, c'est qu'il faut à la fois déconstruire le phénomène Zemmour et avoir une vraie réflexion sur les conséquences et sur comment le combattre. D'abord, on en est arrivé là parce que matin, midi et soir, Zemmour, il avait pignon sur rue dans les médias. Et qu'à un moment, il faut aussi interroger la responsabilité des médias. Quand on invite un gars qui est multirécidiviste, qui a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour incitation à la haine raciale. Un gars qui reprend les pires théories fascistes, qui reprend la théorie du grand remplacement, qui peut mentir, stigmatiser, discriminer à l'antenne, et on le considère comme un polémiste comme un autre. Non, Éric Zemmour n'est pas dans le champ de la République, ce n'est pas un polémiste comme un autre. Et tout le paradoxe pour moi de ça a été matérialisé par le fait qu'il a arrêté cette semaine ses chroniques sur CNews, non pas parce que le type raconte les pires horreurs à la télé, non, c'est juste parce que maintenant on le considère comme un homme politique et donc son temps d'écoute et temps de parole est décompté
comme un temps de parole du CSA, ce qui interroge pour moi la responsabilité des médias dans la construction de ce monstre. Parce que oui, c'est vrai, aujourd'hui, ils ont une responsabilité dans l'avoir fait monter, et on peut plus rester les bras croisés en se disant bah le type il défend juste les pires théories et on regarde la vague passer, parce que derrière ça a des conséquences sur le déplacement notamment du champ politique, de l'arène politique. En banalisant Zemmour, c'est donc tout le spectre politique qui se déplace. Vous prenez par exemple rien que cette semaine, c'est quoi principale théorie de Zemmour? C'est il faut pas donner de prénom. On peut demander aux musulmans de limiter leur religion à la foi et à la pratique et de ne pas appliquer leur code juridico-politique, ce qui est exactement ce que je dis aux musulmans. Ça veut dire changer de prénom. Absolument. C'est-à-dire que si vous êtes président, je rétablis la loi de 1803. Un Français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Non. Il va avec sa théorie plus globale d'éradiquer ni plus ni moins que la religion musulmane, tout ce qu'elle représente, toutes les pratiques derrière, et en gros que les musulmans abandonnent leur religion, leur culture et tout ce qui va avec. Il a aussi dit cette semaine qu'il était philosophiquement favorable à la peine de mort, donc ni plus ni moins que ça. Et donc il se passe qu'un politologue américain avait assez bien décrit, qui est la fenêtre d'Overton. Donc il s'appelle Overton, et en gros il raconte comment il y a une fenêtre qui va de ce qui est inacceptable politiquement à progressivement radical, puis acceptable, puis populaire. Et si cette fenêtre se déplace, ce qu'il se passe avec des Zemmour, eh bien, petit à petit, ce qui paraissait inacceptable peut progressivement devenir acceptable. Et c'est tout le champ politique qui se déplace. Et derrière, Marine Le Pen pourrait presque apparaître aussi plus raisonnable qu'Éric Zemmour, parce que c'est tout le débat politique qui se déplace de cette manière-là. Et d'ailleurs, l'objectif de Zemmour, je ne sais pas s'il va aller au bout comme candidat à la présidentielle, mais c'est un idéologue. C'est qu'à la fin, ses idées empruntent le débat politique. Et on le voit. Résultat, nous, on est questionnés sur les thèses de Zemmour. Elles sont débattues comme n'importe quelle théorie politique, comme le fait, j'en sais rien, de partager les richesses. Et je le dis pour tous ceux qui pourraient se dire Zemmour c'est chouette, ça divise l'extrême droite, même ça pourrait faire baisser la barre d'entrée au second tour. En réalité, quand ce type de personnes monte politiquement, on ne sait pas où ça s'arrête. 2, c'est un danger parce que ça déplace tout le débat politique sur ces thèmes, parce qu'ils sont plusieurs à les porter. Plus, ça peut arriver à quasiment faire apparaître comme modérée Marine Le Pen, ou voire même comme une enfant de cœur. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ce type de phénomène se passe dans d'autres pays en Europe. Je vous ai déjà parlé de la montée de l'extrême droite en Europe. On peut faire le parallèle avec la situation en Italie, où il y a une légère baisse de la Ligue du Nord, mais il y a un autre mouvement d'extrême droite qui est en train de monter, qui s'appelle Fratelli d'Italia, et qui sont aujourd'hui donnés dans certains sondages comme les 2 principaux mouvements politiques. Et puis, on le voit en Hongrie, en Pologne, en Slovénie, en Autriche, là où l'extrême droite gouverne ou a gouverné, c'est aussi lié à une espèce de convergence culturelle sur ces thèmes de l'extrême droite, qui ont été facilités aussi par des états d'urgence terroristes et sanitaires, qui ont légitimé d'une certaine manière des mesures autoritaristes, à minima, voire plus, et habituer de manière générale la population à un état brutal. Et au final, ça arrive avec le renforcement de l'extrême droite, qui est facilité aussi peut-être par un contexte de crise économique et sociale, d'un contexte d'incertitude où l'extrême droite arrive avec son narratif de « on va régler le problème », on est une forme de certitude, et qui peut-être offre un terreau favorable à l'extrême droite. Et donc je pense que face à ça, il faut pas se dire « ok, c'est bon, l'extrême droite va se diviser ». Au contraire, il faut confronter, ne rien céder, pas un chouïa à l'extrême droite. Et c'est l'idée, je pense, de Jean-Luc Mélenchon quand il s'est dit ok, vous avez créé un monstre, maintenant faut le tuer, faut le déconstruire. Et c'est pour ça qu'il a proposé un débat face à Zemmour, parce que c'est vrai, ça fait des années qu'il a pignon sur rue, ça fait des années qu'il n'est pas contredit dans les médias, que le terreau lui est préparé jusqu'à la secrétaire d'État Sarah El Haïry, qui a quand même dit, je reprends ses termes exacts, hein, mais qu'elle était plus effrayée par les discours intersectionnels que par Éric Zemmour. Et donc on voit à quel point à la fin, il contribue à banaliser le normaliser. Et donc il faut rien
laisser passer, il faut le combattre pied à pied sur chacune de ces théories politiques, sans non plus laisser trop d'espace et que le débat politique se centralise uniquement autour de lui. Et c'est, je crois, le point d'équilibre que l'on doit trouver pour la campagne présidentielle, pour éviter aussi que cette fameuse fenêtre d'Overton s'ouvre davantage, et ce qui était inacceptable avant, toutes ces thèses du grand remplacement et de ce néo-fascisme, deviennent des thèses banales. Bon, il y a du pain sur la planche, mais en tout cas, nous, on est prêts à le mener. Dans la série des faux suspens, après Montebourg, nous avons donc Anne Hidalgo qui a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle. Bon, après s'être engagée à pas le faire. Un livre qui vient de sortir sur cette folle campagne des municipales et Emmanuel Macron parle de vous. Il dit que si vous êtes élu, réélu dimanche à la mairie de Paris, vous allez devenir une redoutable candidate à la présidentielle en 2022. Êtes-vous redoutable? Êtes-vous candidate? S'il le dit, non, surtout pas. Je considère qu'il y a un endroit où on peut agir aujourd'hui, qui est un endroit très stratégique, c'est celui des villes. On archive, hein, vous êtes pas en 2022, non, pas du tout. Boîte. Vous pouvez archiver. Alors là, allez-y, vous verrez, je suis quelqu'un de très clair. À bientôt. Mais ça, on passe. Ça fait premier engagement qui n'est pas tenu par le Parti Socialiste. On commence à avoir l'habitude avec eux. Et la vérité, c'est que le Parti Socialiste, ils n'avaient aucun autre choix. Et leur seule stratégie est de continuer à exister. Et potentiellement d'ailleurs de tuer toute alternative potentielle à Emmanuel Macron ou à la gauche d'Emmanuel Macron. Et dans son entrée en campagne, moi j'ai un peu écouté ses premières interviews, elle a un seul récit principal qui consiste à dire « Moi je suis une fille d'immigrés espagnols et républicaine ». Au passage, elle a beaucoup parlé de la fameuse boussole républicaine qui ferait sa colonne vertébrale, et laquelle boussole républicaine les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon auraient perdu sans jamais vraiment nous expliquer ce qu'il y avait derrière cette boussole républicaine. Et tout ça, ça ne fait pas un programme. Et il n'y a pas l'ombre d'un programme dans ce qu'elle raconte. Si on prend Anne Hidalgo, et du coup si on veut la juger sur ce qu'elle défend, c'est celle qui quand même a félicité le préfet Lallement, qui est l'éborgneur en chef à Paris, notamment celui qui est responsable de toutes les opérations très discutables de maintien de l'ordre contre les Gilets jaunes depuis 2 ans à Paris et autres mouvements sociaux d'ailleurs. Et Anne Hidalgo, c'est aussi celle qui encourage les va-t-en-guerre et se verrait bien participer à une nouvelle intervention militaire en Afghanistan. C'est vrai que la dernière fois, ça a été super efficace en la matière. Et puis sur France Inter, cette semaine, elle a aussi été interrogée sur le rétablissement de l'ISF et elle a refusé de prendre position, refusé de soutenir la taxation des plus riches. Franchement, il n'y a pas d'autre stratégie que elle voudrait pas trop inquiéter, peut-être une forme de bourgeoisie, l'aile droite du Parti Socialiste. Et tout ça, ça fait pas un programme. Elle tente de se positionner sur les questions républicaines, elle n'est pas en faveur de la redistribution des richesses, et elle est une fille d'immigrés espagnols, c'est ça qu'elle nous raconte. Et tout ça, c'est le pire, en fait, du marketing politique, où on tente de faire du storytelling sans avoir l'once d'un programme. La seule vraie proposition qu'elle a faite, c'est celle, et vous l'avez certainement vu parce qu'elle fait débat, du doublement des salaires des enseignants. Proposition qui a duré pas plus que 2 jours. Elle est déjà revenue dessus parce que c'est une montagne à financer. Et puis d'ailleurs, on oublie en la matière que François Hollande, Parti Socialiste, auquel elle appartient et au nom duquel elle sera candidate, est celui qui a commencé à geler l'indice du salaire des profs et donc à geler le salaire des profs. D'ailleurs, avec cette histoire de profs, on voit tout de suite les soutiens d'Anne Hidalgo et qui allait rouler pour elle, puisque Libé a fait une un peu mensongère, y compris en présentant Jean-Luc Mélenchon contre la revalorisation des salaires des profs, alors que c'est faux, c'est toujours ce qu'il a défendu. Juste, on sait très bien que le Parti Socialiste, s'ils se disent doublement le salaire des profs, ils vont pas tenir leurs promesses, et que ce serait une des nombreuses promesses d'ailleurs que le PS n'a pas tenu. On se souvient notamment tous du mon ennemi c'est la finance. Quand on prend un peu de distance avec la candidature Hidalgo, tout ça a des chances de pas tenir trop longtemps. On voit aussi qu'elle est entourée notamment d'anciens valsistes, que une grande partie d'entre eux ont déjà fini chez Emmanuel Macron, peut-être finiront après la campagne encore chez Emmanuel Macron, et que tout ça s'inscrit dans la continuité du quinquennat Hollande. Et la bonne nouvelle, c'est que on peut nous entourlouper une fois, mais j'espère qu'on nous entourloupe pas 2 fois, et que tout le monde sera conscient des mensonges d'Hollande, et que le Parti Socialiste, s'il se présentait comme
on va faire le grand soir, plus personne ne les croira au vu de ceux dont ils sont l'héritier, c'est-à-dire du quinquennat Hollande. Et comme pour le moment, de toute façon, ils ont pas de programme et que tout ça est vide, l'enjeu pour nous est de continuer à faire campagne sur des sujets politiques et aussi les forcer à se positionner sur le partage des richesses, sur la 6ème République, sur les questions européennes, et on verra que tout ça ne tient pas vraiment la route. Mais bon, ça nous donne encore plus de conviction pour nous se battre et véritablement proposer une alternative qui soit crédible. C'est la fin de cet épisode. Alors il paraît que je me suis plantée en intro, je vous ai dit que c'était le 67e, en fait on est déjà à 68, on a fait pas mal quand même depuis ces 2 ans de mandat. Comme d'hab, si vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter, mettre des petits likes si vous a plu, et puis à vous abonner à la page YouTube si c'est la première fois que vous passez par là. Ça vous permet d'être notifié pour les prochaines vidéos et les prochains épisodes. Moi, la semaine prochaine, je repars en vadrouille, et cette fois-ci à Marseille. On va rencontrer plein de gens, notamment des syndicalistes de Transdev, vous savez, cette branche de la SNCF qui va être privatisée et notamment sous injonction européenne. Rencontrer des militants aussi pour l'accueil des réfugiés, on va aller voir l'après-m. Bref, ça fait du bien de revoir des vrais gens, d'aller sur le terrain. C'est d'abord et avant tout ça la politique. Cette fois-ci, on ne le fait pas en vélo parce qu'on a juste 2 jours, mais rassurez-vous, ce sera pour bientôt. Et puis comme on va à Marseille, je me suis dit que j'allais vous laisser avec une petite chanson de rap d'un grand nombre de rappeurs qui s'appelle ni plus ni moins que Je suis Marseille, avec notamment Jul, Akhenaton et bien d'autres. Allez, prenez soin de vous.